Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un ciné critique, ça va pas être si simple que cela de la faire cette vidéo, sur un film sorti il y a 20 ans, 2006 donc, Da Vinci Code, version cinéma, adaptation évidemment de ce roman fort célèbre, best-seller à l'époque, de Dan Brown, que j'ai lu il y a pas longtemps, enfin. Et je me suis dit que peu après, je me referai cette adaptation cinématographique, réalisé par Ron Howard, que certaines personnes qualifient de Yes Man. Moi j'aime pas mal de ses films. Bon, Cocoon étant peut-être mon préféré de lui. J'en ai fait une vidéo l'année dernière de Cocoon d'ailleurs. Il y a aussi Un homme d'exception, que j'ai pas revu depuis très longtemps. Et qui a d'ailleurs été écrite au scénario, cette adaptation aussi d'un bouquin, hein, décidément, par un certain Avika Goldsman, qui a beaucoup adapté d'écrits pour le cinéma, aussi pour... Alors Joel Schumacher, c'était plus les comics, hein, Batman, de Batman. Alex Proyas, c'est iRobot, c'est peut-être ce qu'il a écrit le mieux en termes de d'œuvre de 7e art, mais après il a quand même commis, donc en écriture d'adaptation, le Poséidon de Wolfgang Petersen, un film catastrophique, peut-être, je sais pas, il faudrait que je le revoie, je l'ai vu qu'une fois, ça m'a peut-être suffi, quoi. Enfin, il y a peut-être des choses à recreuser derrière. Il a fait aussi Je suis une légende, avec Will Smith, dont on attend toujours une supposée suite, on rigole, et il est même, on va dire, responsable d'une adaptation très récente de La Tour sombre de Stephen King, il y a quelques années, bah ça fut une daube absolue. Donc voilà, un scénariste qu'on va pas forcément saluer, même si, bon, un homme d'exception, quand je le reverrai, j'y penserai, mais je pense que je lirai pas le bouquin avant donc de revoir le film. Parce que j'expliquerai pourquoi ici sur sa Da Vinci Code, qui évidemment au casting réunit, alors un duo assez improbable sur le papier, mais j'aime bien, c'est un film certes américain, mais il y a une coproduction française, maltaise aussi, et britannique, parce qu'il y a des acteurs britanniques et français, et francophones. Alors Tom Hanks, avec une coupe de cheveux qui m'a toujours fait rire à l'époque, hein, mais bon, et Audrey Tautou, voilà, fabuleux dessin d'Amélie Poulain. Alors évidemment, moi, j'ai vu ce film à l'époque sur Canal+, probablement fin 2006 ou début 2007, avant que j'aille en région parisienne, et c'est en priorité parce qu'il y a ce duo d'acteurs à l'époque, Forrest Gump, Amélie Poulain, c'est parti de mes films de chevet. En plus il y a Jean Reno, voilà, Jean Reno, alias Godefroy le Hardy à l'époque, bon bah oui, Ian McKellen, après la trilogie Le Seigneur des Anneaux, ça fait beaucoup de bonnes intentions pour voir un film, pas forcément les meilleurs, mais bon. Il y a aussi Paul Bettany qui était dans Un homme d'exception, je vais pas vous dire dans quel rôle, sinon je vous spoil un peu le film en question. Alfred Molina, tiens, qui était dans Indiana Jones au début de sa carrière. On va y penser un peu à Indiana Jones ici, notamment à un volet en particulier. Jürgen Prochnow, pourquoi pas, hein, qui joue techniquement un Français dans le film. Et voilà, des acteurs secondaires, Berthelot, Chico, mais surtout Jean-Pierre Mariel au début, hein, il fait pas long feu, et pour cause. Jean-Pierre Mariel, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Bon, et une apparition, coucou, un moment, de Denis Podalides, il faut vraiment avoir l'œil. Alors oui, c'est une sorte de film d'aventure à énigme, un thriller, qui évidemment, alors à l'époque je connaissais même pas le livre, je crois, enfin j'en avais vaguement entendu parler quand j'avais vu un peu des extraits ou une bande-annonce. Oh là là, ambiance à la Indiana Jones, disais-je, le 3e, la dernière croisade, le Saint Graal. Alors là, vraiment, tout était au vert pour que j'adore ce film. Et je vous avoue, hein, la première fois que j'en avais vu, j'étais content de l'avoir vu, mais même, hein, je l'ai revu, puis ça restait sympa. Mais bon, c'est pas Indiana Jones non plus, puis même, bon. L'histoire, donc, pour faire simple, j'essaie de simplifier le synopsis, d'un certain Robert Langdon, donc le héros d'une trilogie, hein, ou même plus qu'une trilogie, enfin il y a eu 3 films avec lui au cinéma à part Tom Hanks, mais je crois qu'il y en a 5, des bouquins de Dan Brown en tout. Bref, professeur en symbiologie qui est là à Paris, tranquille, qui va être appelé sur la scène d'un crime au Louvre, puisque le conservateur du musée, Jacques Saunière, joué par Mariel, a été assassiné. Et il a laissé sans son corps, visiblement lui-même, des sigles, des symboles. Mais qu'est-ce s'est-il passé? Sur place, il retrouve donc le commissaire, joué par Jean Reno,
Et une dame aussi qui débarque, qui travaille aussi, enfin, un cryptologue, voilà, Sophie Neveu, jouée par Audrey Tautou, qui va très vite essayer de sortir Langdon de ce guêpier, parce que la police pense que c'est lui qui l'a tué, alors que c'est pas du tout le cas, et on le voit et on le sait. Derrière, les deux, donc Langdon et Neveu, vont partir évidemment à l'aventure, fuir la police, pour trouver pourquoi Sonia a été tuée, et ils vont comprendre qu'il y a toute une sorte de potentielle théorie du complot, enfin il y a tout un truc autour du potentiel Saint Graal, en rapport à l'église, notamment l'Opus Dei, des groupuscules religieux les plus conservateurs, qui n'est pas très content à l'époque du livre, mais aussi à l'époque du film, qui a été un peu censuré dans certains pays d'ailleurs, bon, l'église catholique pas contente, mais je pense que ça a été encore pire avec le bouquin, enfin je sais pas. Et voilà, ils vont devoir résoudre des énigmes, ouah, petit à petit, on avance, on avance, on avance, on avance, et au passage, ils vont recevoir l'aide d'un Lord British, Sir Lee Tibbing, joué par Ian McKellen. Et tout ceci donc va se dérouler entre Paris, un peu pas loin de Paris, et Londres, ou le Royaume-Uni au sens large. Mais où est le Saint Graal? Est-ce pas un peu plus compliqué? Une sorte aussi, voilà, il faut protéger les secrets de l'Église. Avec en plus, voilà, une sorte de moine albinos joué par Paul Bettany, un peu, j'allais dire, la main de Dieu, si vous voulez, qui est celui qui peut tuer par rapport au grand maître, hein. Et l'Opus Dei, tout ça, tout ça, tout ça. Question d'argent aussi peut-être, et de préservation d'un pouvoir séculaire et ancestral. Avec les mensonges autour peut-être de Jésus-Christ derrière qui vont être révélés. Bon, ben j'ai envie de vous dire, hein, tout est là-dedans. Dans l'adaptation d'un livre très vendu et lu à l'époque, il fallait pas décevoir les fans. Alors, l'ayant lu il n'y a pas longtemps, qu'il est sympa ce bouquin, alors, évidemment, c'est pas de la grande littérature, non, mais j'aime bien, voilà. C'est quand même très énigme et tout, ça manque peut-être de développement psychologique. Bon, ben le film, en fait, il adapte enfin, j'ai envie de dire, très proche, le livre. Et c'est marrant parce que quand j'ai lu le bouquin, je me rappelais plus exactement du film, vaguement. Arrivé au milieu, je me dis, ah oui, c'est ça, en fait, d'accord. Et en fait, quand tu lis justement en te rappelant comment le film plus ou moins se termine sur des révélations, tu te dis, en fait, c'est évident dans le bouquin. Et même certaines énigmes, c'est pas génial. Bon, tu peux les... à un moment, anecdote, mais il y a une histoire là avec une pomme, hein, j'en dis pas plus, je reste vague, et que j'ai deviné avant notre duo de cryptologues et symbiologues là. Je me suis dit, je suis pas si mauvais que ça. Bon, peut-être que dans mon inconscient et subconscient, peut-être qu'il y a des choses qui intéressaient du film, on sait jamais. Mais qu'est-ce que c'est paresseux comme version cinéma. Alors ça c'est, voilà, là, je suis face à un vrai cas d'école envers moi-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai regardé des films de façon très détachée d'une certaine cinéphilie, je dois l'avouer, même si j'ai quand même découvert beaucoup de films avant les années 2010, mais même au début de ma chaîne, hein, si vous regardez mes premières vidéos jusqu'en 2021, 2020, j'avais encore une approche, bon, pas forcément que sur l'intrigue, c'est pas ça, mais j'allais pas, déjà pas dans la profondeur, mais j'allais pas trop chercher les petites bêtes et tout, alors peut-être que ça vient, mais là en fait même pas, c'est que tu le sens, c'est hyper classiquissime, de ouf, comme film. Et Ron Howard, bah là oui, il se fait sa réputation de Niaspa, alors moi je suis pas tout à fait d'accord tout le temps sur ce point, mais sur ce film, oui. Et j'en ai même peur de revoir Un homme d'exception, ça fait très longtemps, et ce film m'avait beaucoup bouleversé, mais qu'est-ce que je vais y voir en termes de cinéma en le revoyant? Je me pose la question. Déjà que le Cocoon, je continue à adorer. Mais j'avoue que, parce que ça joue énormément sur l'émotionnel, un peu Spielbergien parfois. Mais alors là, alors le problème c'est que, alors le style Ron Howard est difficile à déterminer, mais je qualifierais, c'est un style, il a une clarté, il veut que tout soit le plus clair possible, comme si c'était une sorte de pédagogie son cinéma, en ne laissant aucune zone de mystère, de flou, voilà, de réflexion par la forme, non, il balance tout. Alors là, les dialogues, alors évidemment, oui, dans le livre, sûrement, très certainement, mais alors rien n'a été, on va dire, simplifié et pensé en tant que cinéma, mais tout est, voilà, c'est une autoroute, mais cette autoroute fait que tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose en termes de mise en scène, hormis, alors, mais quand même, hormis les scènes de flashback. Ah oui, il y en a, mais il y en a partout, il y en a plein, et elles sont souvent moches. Elles sont souvent moches. Hein, la jeunesse de Sophie Neveu passe encore, mais quand on arrive dans les croisades, parce que oui, on référence un peu le passé de l'église,
Ah bah non. Non, 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 ça... Bon, il y a une utilisation de grains qui essaye d'être différente selon les périodes des flashbacks, mais non, il y a des moments, c'est non. Non, non, mais... Parce que oui, faire juste en sorte qu'il n'y ait que des dialogues chant contre chant, à un moment, ça aurait été encore pire. Pour plombage de rythme, déjà qu'à certains moments, ça l'est. Alors évidemment, ils ont rajouté ça. Mais, bah, voilà, alors il y a du numérique un peu, on sait pas trop. Mais après, évidemment, le film va rester très sympathique si déjà bah, tu essayes de sortir du bouquin pour suivre un petit peu et tu as envie d'en savoir plus. C'est juste quelque chose qui te joue pas des twists, mais des pseudo-révélations de machin chose. À un moment, il y a un twist. Mais tout est dans le livre. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il y a que ça fonctionne et puis sur le côté opposition entre vérité et mensonge de la foi, ça peut passer encore. Le problème, c'est que Tom Hanks n'a pas l'air hyper impliqué. Audrey Tautou passe encore, mais mon personnage timoré qui aurait mérité un peu plus d'envergure. Jean Reno, non, ça passe pas en flic. Voilà, il y a des moments où il essaye de... Mais non. Non, il y a vraiment Ian McKellen qui est amusant, qui est plutôt bien. Paul Bettany, c'est pas terriblement... C'est pas comme ça que j'imaginais. Enfin, je me souvenais plus que c'était lui qui jouait ce moine albinos. Mais je ne l'imaginais pas comme ça, presque trop beau gosse, entre guillemets. Non, tout le monde est en roue libre là-dedans, en fait. T'as un peu l'impression. Alors... En soi, c'est très scolaire, donc ça se suit. Mais le problème, c'est que quand tu cherches un peu plus en termes de cinéma, bah là, vite fait, tu y vois la grande vacuité. Et c'est terrible, hein, parce que, évidemment, c'est un bon divertissement, voilà, sur une certaine époque et tout. Mais là, en le revoyant, et surtout après le livre, voilà, j'aurais pas lu le livre, j'aurais revu ça tranquille, quoi. Bon, je me suis un peu laissé... voilà, je l'ai fini il y a quelques semaines, 2-3 mois je crois. J'aurais peut-être dû laisser plus de temps, mais alors là j'ai revu le livre défiler sous mes yeux, quoi. Et du coup sur des aspects cinéma, mais bon, après il fait le taf, quoi. Il fait le taf. Et on va même pas essayer de jouer aux 7 différences entre le film et le livre, parce que je suis même pas sûr qu'il y en ait plus que 2, 3 ou 4. Alors il y en a une qui m'a fait sourire. À un moment il doit chercher un truc dans une bibliothèque. Bon bah là, comme le film est sorti, je sais pas moi combien de temps après le bouquin, je vais essayer de vérifier là, ah bah c'est même pas écrit. Bon bref, peut-être quelques années après, bah là il y a Internet, voilà, il y a un peu Internet, donc on gagne du temps narratif, pourquoi pas, pour arriver à aller plus vite avec juste en tapant sur Internet. Et c'est vrai que dans le livre c'est un peu lourd ce passage, c'est pas le meilleur. Mais après ça, ouais, pour te dire, il faut se désencaisser les presque 3 heures de film. Alors moi j'ai vu la version longue là. Et oui, j'ai vu la version longue, s'il change tout ou pas. Je ne sais pas d'ailleurs à quoi ressemble la version courte que j'avais vue à l'époque. Version courte de 2h30, là c'est presque 3 heures. Hein. Ah, bah, peut-être que finalement la version courte est meilleure. Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais peut-être que ça aurait donné... Mais bon, ça n'aurait pas changé une lecture très plaquée sur le livre, quoi. Je vois même pas ce qu'ils auraient pu enlever. Peut-être certains flashbacks ne sont plus là, peut-être. Mais c'est sûr que... Et puis, alors, du coup, c'est verbeux. Enfin, voilà. Alors, il y a des moments intéressants d'envoler, notamment la finalité. Alors, je ne vais même pas faire de zone spoiler là-dessus. Hein, voyez lisez le livre plutôt. Hein, sur les révélations autour de l'Église par rapport au mystère des peintures et autres de Léonard de Vinci. Vous voyez, c'est intéressant. La scène, la Joconde au début. Bon. La pyramide du Louvre, hein, voilà, aussi qui est là. Il y a tout un truc là. Pourquoi pas? Et c'est bien travaillé hein, dans ce que Dan Brown a fait, hein, un peu, voilà, c'est très conspi, mais dans l'idée, pourquoi pas. Mais, des envolées, oui, avec la musique de Hans Zimmer, c'est ça que je voulais dire aussi, qui est pas mal, mais elle est trop présente. Elle est trop présente, à un moment, je me suis dit, ouh, il a peut-être pas un peu recyclé certains thèmes pour Inception. Alors peut-être que c'est juste une vision biaisée que j'ai, parce qu'il a déjà recyclé certains de ses thèmes hein, dans sa carrière, et comme ça se passe à Paris, à un moment, j'ai pensé à Inception. Mais voilà, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas une douche froide. Un peu quand même. Un peu. Mais c'est peut-être probablement la première fois que je vois la version longue. Et peut-être pas adapter cette version longue. Peut-être que finalement, la Director's Cut, c'est celle-ci, mais plutôt la version cinéma est meilleure. Mais bon, souvent dans ce genre de film, moi, je privilégie les versions longues. Hein, je pense que c'est la caution Ridley Scott qui veut ça. Hein. Rappelez-vous Kingdom of Heaven, vous voyez que la version longue. Hein, parce que sinon, c'est pas... la version longue est très très bien, quoi. Tout simplement, il paraît que c'est le cinéma que j'ai jamais vu du coup, n'est pas bien. Mais voilà, je trouve que là-dedans, il manque vraiment, voilà, ce manque d'envergure autre. Et en plus, oui, bah,
Oui, oui, des moments un peu Indiana Jones d'enquête dans les églises, hein, si vous voulez, on va faire simple. Je pense qu'il y a une influence, forcément, c'est un peu le même thème, mais le problème du film, c'est que oui, dans le livre, ça va, on est dedans, on s'imagine des trucs. Sur l'atmosphère cinéma, il aurait fallu peut-être un petit peu aller ailleurs. Y compris quand ça s'envole entre la France et le Royaume-Uni, je trouve que c'est... Bah, ça vole bas, quoi, c'est le cas de dire. Bon, mais c'est comme ça, c'est très moyen. Hein. Moi, je vais pas dire que c'est mauvais, non, parce qu'en soi, on va prendre en compte quand même le contenu. Mais tout ce qui est forme, c'est un peu... voilà, non, peut mieux faire. Et Renoir a fait mieux et fera mieux encore après. Est-ce qu'il fera mieux après encore? Je sais plus si j'ai vu beaucoup de films de Renoir de post Da Vinci Code, c'est même pas certain. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Voilà, sur mon analyse, c'est assez simpliste là, fatalement, parce que il n'y a pas immensément de choses à dire, hein, à part que c'est sage et pédagogiquement classique, oui. Ça peut se voir, en gros, comme ça, à la télé, en mode, hop, vous avez jamais eu l'intrigue sous les yeux, vous ne savez pas de quoi ça parle. Foncez, voyez-le. Ça va vous faire gagner du temps, entre guillemets, parce que le bouquin, il faut quand même y passer du temps dessus. Mais bon, c'est bien de le lire, lisez, c'est important. Mais voilà, à vous la parole. Puis si vous voulez le comparer ici, ce film avec le bouquin, pourquoi pas. Faites-vous plaisir en commentaire ou dans la filmographie de Ron Howard. Si vous voyez quelques liens à part du côté faiseur, eh ben je suis preneur. Voilà. Bon, le style de Ron Howard ici, à part bien faire ce qu'on lui demande. Voilà. Allez, je vous laisse la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.